Dans l'actualité ce soir, 5 millions d'enfants aujourd'hui, près de 7 millions demain. La rentrée des classes a commencé sans incident, mais avec une préoccupation, la prévention contre la grippe A. Certains maires ont même recommandé l'interdiction des bisous à l'école. L'Indonésie à nouveau secouée par un violent tremblement de terre. L'alerte au tsunami a été levée, mais des dizaines d'immeubles se sont effondrés. On compte officiellement 33 morts. Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. La vogue des maisons à très bas prix, moins de 20 000 euros pour 4 murs et un toit. On verra que la crise accélère la mutation de l'immobilier en France. C'est l'événement politique du jour. Philippe de Villiers a assisté pour la première fois au comité de liaison de la majorité réuni à l'Elysée. Comment justifier un ralliement à celui qu'on a sévèrement critiqué pendant 2 ans? Philippe de Villiers nous répondra en direct. Bonsoir et à tout à l'heure. Et puis l'Espagne se déchire sur l'avortement. José Luis Zapatero veut en faire voter la libéralisation dans les prochaines semaines. L'opposition politique et religieuse se mobilise. L'opinion est réservée. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. La peur, non. La vigilance, oui. La rentrée des classes est toujours un moment à part. Celle-ci aura donc été marquée, en plus, par l'ombre de la grippe A. Nouvelles règles d'hygiène, consignes de sécurité. Et je vous le disais, dans certaines municipalités, la bise, le bisou, est même fortement déconseillé. José Blanc-Lapierre, Pascal Stelletta. Une rentrée sans bisous. Dans les écoles de Guilvinec, il a été décidé de se dire bonjour comme les Indiens, d'un signe de la main. Ah, c'est triste. Quand tu arriveras sur la cour demain, si tu reconnais quelqu'un de ta classe, tu lui diras Hugues. C'est pour éviter vraiment à l'école de propager le microbe et ainsi d'éviter peut-être les mesures radicales. Une rentrée décidément un peu bizarre, où même les petits de maternelle ont entendu parler de savon et de mouchoirs. On les consigne de se laver la main, de ne pas mettre les mains à la bouche. Mais voilà. Il faut se laver les mains tous les jours et que voilà. Et pour ceux qui savent lire, il y a eu distribution d'une brochure à ramener à la maison. L'éventuelle fermeture des établissements et la continuité pédagogique. Des consignes que certains ont retenues plus vite que l'imparfait du subjonctif. Ils ont dit que s'il y a 3 personnes contaminées dans l'école, eh ben, elle sera fermée pendant une semaine. On va aller se laver les mains. Et puis, il y a ceux qui ont pris de l'avance. Dans ce centre de loisirs, les gestes indispensables ont été répétés pendant les vacances. Exercice. On en prend 1 ou 2, ça dépend. Et on essuie bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et pour cette rentrée, sous le signe de la grippe A, la contribution des parents est particulièrement demandée. On va demander aux parents autant qu'ils peuvent, c'est pas toujours évident, mais de garder les enfants s'ils ont de la fièvre. Mais pour l'instant, chez les plus grands, les consignes semblent difficiles à appliquer. Oui, ce sont aujourd'hui les collégiens et les lycéens, pour la plupart, qui ont retrouvé la classe. Nous avons suivi cette rentrée dans l'un des 2 meilleurs lycées de France, selon un classement récent. Il ne se situe pas à Paris ou dans une grande ville, mais en Ardèche. Antoine Gaveau, Mathieu Drejoux. C'est une petite ville accrochée aux collines de l'Ardèche. Une petite ville et une grande curiosité, son lycée. Il est classé 2e au palmarès des établissements français. Parmi les chanceux qui rentrent en seconde ce matin, Rémi Fontanelle. Et comme tous les élèves, ce qui l'intéresse d'abord, c'est de retrouver ses copains. Je suis content. Pourquoi alors? Parce qu'il y a ce que je voulais et c'est bon. 350 élèves, 100% de réussite au bac et 80% de mention. Le lycée du Cheylard fait figure de modèle. Vous lisez, vous remplissez. Grâce notamment à une pédagogie innovante. Mon travail va être simplement de vous fournir les outils qui vont vous permettre de vous adapter le plus facilement possible à ces exigences. Les élèves de seconde ont par exemple des cours de méthodologie pour apprendre à bien travailler. C'est un peu dur au début, alors faire prendre le pli, c'est certain, ça va être difficile, on va passer 3-4 mois, ça va être pas facile pour eux, mais une fois que c'est en place, une fois qu'on a pris le rythme, qu'on y est dedans, et bien après ça pose plus de problème. Ça nous aidera à nous organiser, à mieux gérer nos problèmes éventuellement de devoirs. Autre atout, des professeurs investis à 100%. Une majorité a choisi de s'installer dans cette bourgade de 3500 habitants. Par la route, la grande ville la plus proche est à plus d'1 heure quand il ne neige pas. On vit un peu à part, un peu à côté, disons on est loin de la grande ville, mais disons en même temps ça fait qu'on vit un peu dans une communauté. On établit des rapports de confiance assez rapidement. On dit souvent qu'on est une grande famille. Pourtant, le classement du lycée n'étonne pas vraiment les parents de Rémi. C'est pas parce que tu as des bonnes notes qu'il faut toujours penser à toi.
Ils avancent une autre explication, même si la moitié des élèves est issue de milieux défavorisés, ici, tout est calme. Peut-être par rapport à des grandes villes ou plus grands établissements, il y a moins de tentations, ça c'est certain. Donc ils sont pas parasités, quoi. Ils ont une vie qui est saine. Ceux qui ont compté jurent qu'entre la vallée du Rhône et le Cheylard, il y a 500 virages. Une route qui n'est plus si longue. Chaque année, de plus en plus d'élèves veulent s'inscrire au lycée. Et puis c'est la belle histoire de cette rentrée, un couple de Saint-Michel en Charente qui a gagné la somme de 50 millions d'euros à l'euro-million, a décidé d'offrir 1 an de cantine scolaire aux 180 élèves de la commune. Cela représente 70 000 euros, soit 400 euros tout de même d'économie par famille. Ça n'est pas si fréquent, ça méritait bien d'être souligné, d'autant que le couple est resté anonyme. Autre titre de l'actualité, ce nouveau séisme qui a frappé l'Indonésie. On se souvient de 2004, on se souvient aussi de 2006. Cette fois, le tremblement de terre est de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Il y a plusieurs dizaines de morts au moins. Claude Sampère. Des centaines de personnes qui quittent leur bureau à la hâte. Une très forte secousse vient de se produire, 7 sur l'échelle de Richter. Le séisme a eu lieu au large de l'île de Java en Indonésie. Immédiatement, les autorités lancent une alerte au tsunami. Des milliers de personnes se retrouvent dans la rue. Quelques malaises, quelques personnes conduites à l'hôpital. Dans le reste de l'île, on aperçoit ici ou là des traces de destruction. Selon un responsable du gouvernement, 32 personnes ont été tuées. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de raz-de-marée. L'alerte tsunami a finalement été levée rapidement. Ici, tout le monde évidemment se rappelle la tragédie de 2004. À l'époque, 230 000 personnes, dont plus de 170 000 Indonésiens, avaient trouvé la mort à la suite d'un tsunami provoqué par un tremblement de terre en mer. L'Indonésie est une des régions au monde où l'activité sismique est extrêmement forte. En Californie, nous vous le disions dès hier, le pire est peut-être passé sur le front des incendies. La température est un peu moins chaude et les pompiers commencent à contenir les flammes avec des produits retardants. Rappelons qu'elles ont brûlé l'équivalent de 5 fois la surface de Paris. Pour la première fois en tout cas, les personnes évacuées, elles sont des milliers, ont été autorisées dans certains cas à rentrer chez elles. Reportage de nos envoyés spéciaux, Maris Burgo, Aaron Diamond. C'était un magnifique canyon à 30 km de la folie de Los Angeles. Il a brûlé à 70%. Ce cow-boy y possède une centaine d'hectares. Son ranch a miraculeusement échappé au feu. Mais pour les années à venir, son business est menacé. On est tout près de la ville, les gens viennent ici pour pêcher, chasser, faire de la randonnée. C'est beau ici normalement, bien plus vert qu'aujourd'hui évidemment. Et avec mon ranch, les gens pouvaient faire des balades à cheval, plein de choses comme ça. Steve nous emmène volontiers vers les maisons de ceux qui ont eu moins de chance que lui. Pour l'instant, les propriétaires de ces villas ne sont pas encore autorisés à revenir. La zone est encore partiellement soumise au feu. Ils découvriront à leur retour un paysage lunaire. Dans le canyon de Big Tujunga, l'émotion se cache souvent dans les détails. C'était leur maison, je vois très bien comment ça s'est passé. On essayait tous de prendre le maximum d'affaires, mais le feu est venu tellement vite, on n'a pas vraiment eu le temps. Avant le feu, leur maison ressemblait à celle-ci, située plus au nord. Un cul-de-sac adossé à la montagne avec vue magnifique. Ces villas représentaient jusqu'à présent une sorte de rêve californien des classes moyennes, trop heureux d'avoir échappé à la ville. Et si l'air est moins chaud et un peu plus humide en Californie, c'est parce que l'ouragan Jimena balaye les côtes un peu plus au sud. Il a touché le Mexique il y a un peu plus d'1 heure, mais il a beaucoup perdu de sa force. Des centaines de touristes sont toujours bloqués. Des pluies torrentielles se sont abattues, vous le voyez, sur la région. Des images symboliques maintenant et largement diffusées partout en Amérique. Quelques mois après la découverte de la gigantesque fraude attribuée à Bernard Madoff, 3 de ses luxueuses propriétés sont mises en vente. Les murs, les meubles, la piscine, tout est mis à prix. Loïc Delamornay. C'est un drôle d'agent immobilier qui fait visiter la maison. Voici une chambre. La vue est incomparable. Si les policiers se sont improvisés agents immobiliers, c'est parce que cette somptueuse demeure de Bernard Madoff va être vendue aux enchères, meubles compris. 280 mètres carrés, piscine, accès direct à la plage de Long Island, à quelques encablures de ce Manhattan où il a ruiné tant de clients. Mise à prix 6 millions d'euros.
C'est la première des nombreuses résidences de l'escroc que la justice veut vendre pour rembourser un peu les milliers de clients spoliés. Des biens d'exception comme son appartement new-yorkais ou encore cette demeure en Floride. Et la justice ne compte pas en rester là. Elle s'intéresse maintenant au patrimoine immobilier de l'épouse et des fils de Bernard Madoff. L'un d'eux, Marc Madoff, ancien directeur dans la société de son père, a été interrogé dans la rue par un reporter de CBS. Avez-vous peur de perdre votre maison? Je n'ai rien à dire, répond le fils Madoff, avant de prendre littéralement la fuite. Quant à Bernard Madoff, lourdement condamné, il ne lui reste plus qu'une résidence, la prison fédérale de Butner, fin du bail, en 2139. Et on passe des résidences de luxe au marché immobilier français. Deux informations aujourd'hui. Là aussi, elles s'inscrivent dans le sillage de la crise économique et financière. D'abord, les loyers ont globalement baissé en France depuis le début de l'année. C'est du jamais vu depuis au moins 10 ans. Moins 0,8% en moyenne, selon l'Observatoire des loyers clameurs. Il n'y a que quelques exceptions, Nice, Nantes ou Lyon. Et puis cette étude qui montre que dans un marché immobilier en forte baisse, les Français privilégient les maisons à très bas coût. Elles représentent désormais près d'un tiers de la construction. Vous allez le découvrir, c'est ce qu'on appelle aussi parfois les maisons en kit. Enquête Yves Ginca, Dominique Bonnet. C'est la maison de ses rêves. François Morin est informaticien. Ancien locataire, il vient de faire construire en région parisienne. Donc ici, vous allez avoir 2 salons, une cuisine avec une cheminée centrale. 110 mètres carrés sur 2 niveaux qu'il ne paye que 130 000 €, un tiers de moins qu'une maison classique. Explication, il a opté pour une maison prête à finir. L'entreprise se charge du gros œuvre, lui de tout le reste, comme l'électricité, 2 mois de chantier. C'est vraiment de la mise en place, toute bête. On descend, on connecte. Avec ça, vous économisez le coût de manœuvre d'un électricien? De 2 électriciens même. Il faut monter les cloisons, assurer l'isolation, la plomberie. Tout le matériel est livré en kit. Au total, François Morin économise 80 000 €. Il n'y a pas d'autre possibilité pour obtenir sa maison quand on n'a pas les moyens de pouvoir l'assumer avec l'argent qu'on a, quoi. Sa maison, il l'a achetée dans cette agence qui ne connaît pas la crise. Ici, on ne propose que des maisons prêtes à finir. En un an, les parts de marché de l'entreprise ont progressé de 6%. La clientèle des foyers modestes qui achètent pour la première fois et récemment des foyers plus aisés, crise oblige. Notre concept se mesure encore mieux en temps de crise qu'en temps normal. Parce que là, évidemment, faire 30% d'économie sur la construction d'une maison, eh bien, c'est de l'argent pour eux qui est fondamentalement tombé du ciel grâce à ce concept. Entre la maison à petit prix à 900 € le mètre carré et la maison classique à 1200 €, les acheteurs hésitent de moins en moins. Un marché prometteur, 45% des Français sont encore locataires. Toujours à propos d'économie, c'était l'ouverture aujourd'hui de l'université d'été du MEDEF. 4000 patrons inscrits. Il sera bien sûr question des salaires, des bonus, mais 2 ateliers sur 20 seulement évoquent la crise. Le mot d'ordre est clair, il faut tourner la page, au moins dans les discours. Reportage Valérie Lerouge, Claire-Marie Denis. C'est devenu un rendez-vous incontournable de la rentrée. Réunis sur le campus d'HEC, un ancien champion de Formule 1, un représentant religieux, des ministres, un leader syndical et bien sûr des patrons. Très discret, celui de la Société Générale. Plus serein, le président de Vivendi, persuadé que le pire de la crise est passé. L'ambiance est quand même assez sereine. L'an dernier, c'était avant Lehman Brothers, alors on ne savait pas qu'on était proche du précipice. Un optimisme souvent partagé par les 4000 chefs d'entreprise réunis ici, mais pour beaucoup, 2009 restera une année sombre. Les chutes de carnet de commandes ont été terribles et ça s'est remis à travailler comme des fous. Juin, juillet, août, on n'a jamais aussi bien travaillé cet été. Donc on espère que la rentrée va être très très forte. Ça ne sera plus jamais comme avant. Je pense que les gens seront beaucoup plus concentrés sur les coûts et l'efficacité. Mais globalement, je pense que la crise est plutôt derrière nous que devant nous. Pour la patronne des patrons, il faut rester prudent. Elle estime que 70 000 PME sont encore en danger et nécessitent un soutien particulier. Il faut effectivement une certaine patience de la part des administrations. Il faut que les réseaux bancaires aient peut-être une souplesse accrue. Il faut que ces PME puissent tenir encore quelques mois avant qu'elles puissent bénéficier de l'air qui commence à souffler sur l'économie mondiale. Et en attendant cette bouffée d'air, le MEDEF a tout prévu dans son université d'été pour redonner du baume au cœur aux patrons.
On en vient à la politique avec tout d'abord ces annonces de François Fillon qui était aujourd'hui en visite dans un lycée professionnel avant d'accorder une interview à nos confrères du Figaro Magazine. Première annonce, le remaniement ministériel est reporté sine die. Deuxième annonce, les ministres élus présidents de région en mars prochain devront quitter le gouvernement. Enfin, François Fillon a précisé que la taxe carbone ne concernera pas l'électricité et sera fixée initialement à 14 € par tonne de CO2. Autre temps fort de cette journée, Philippe de Villiers a pour la première fois participé au comité de liaison de la majorité réunie à l'Élysée. C'était en fin d'après-midi. L'Alliance est donc rentrée dans les faits avec pour objectif les régionales de l'an prochain. Alors quelle cohérence ? Comment l'expliquer alors que Philippe de Villiers avait jusque-là des mots très durs pour Nicolas Sarkozy et sa politique? Eh bien, le président du Mouvement pour la France est avec nous en direct. Merci Philippe de Villiers d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, on va réentendre précisément quelques-uns de vos commentaires assez acides, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la politique du président de la République. Alexandre Carra. À l'image de cette poignée de main, les rapports de Nicolas Sarkozy et de Philippe de Villiers n'ont jamais été vraiment chaleureux. Le député de Vendée a même fait de la critique du président de la République une marque de fabrique. En cet instant, je pense aussi au bilan de Nicolas Sarkozy, qui est un bilan d'échec et d'illusion. Il y a 10 000 policiers blessés par an. Il y a 50 000 voitures brûlées cette année. Plutôt que de profiter de l'occasion historique du non français, du non néerlandais, à peine élu, Nicolas Sarkozy a donc proposé le traité de Lisbonne. La décision qu'il a prise à ce moment-là restera comme la grande faute du quinquennat. Nicolas Sarkozy, hier, était eurosceptique et aujourd'hui, euro-béat. Il est eurosceptique à Paris et euro-béat à Bruxelles. Zorro est arrivé. Et je vais te la faire marcher, moi. La TVA sur les restaurateurs, à la fin de l'été. La préférence communautaire, dans 15 jours. L'été est passé, l'automne est bien entamé. Les feuilles tombent. Sœur Anne ne vois-tu rien venir? C'est rien passé. Désormais, allié de l'UMP, Philippe de Villiers devra au minimum changer de langage s'il veut trouver sa place dans la majorité présidentielle. Alors Philippe de Villiers, est-ce que vous comprenez tout de même que le citoyen moyen peut avoir du mal à s'y retrouver? Est-ce que c'est vous qui avez changé ou est-ce que c'est la politique de Nicolas Sarkozy qui a changé pour expliquer ce rapprochement? Non mais je crois qu'il faut d'abord dire une chose, c'est que Nicolas Sarkozy ne m'a pas demandé, en créant le comité de liaison de la majorité présidentielle, de changer mes idées, mes convictions, mais il est tout à fait dans sa vocation de fédérateur, de président rassembleur, en essayant d'élargir, comme il a fait, la majorité présidentielle. Là, on sentait de gros clivages tout de même. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai pris cette décision, puisque c'est votre question. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a la crise. Et que la crise impose de mobiliser toutes les énergies, les imaginations et les forces vives dans un esprit d'unité nationale pour montrer par-delà les colibés auxquels on peut céder par moment que les hommes politiques sont tournés vers les Français et non pas vers eux-mêmes. La deuxième raison, c'est que je crois que la voix du Mouvement pour la France sera mieux entendue à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur de la majorité présidentielle. Et la troisième raison, vous l'avez cité tout à l'heure, David Pujadas, c'est que je crois, comme les autres membres responsables, leaders, dans leur diversité, dans leur sensibilité propre de la majorité présidentielle, je crois avec eux, comme eux, qu'appartenant à la majorité présidentielle, et nous avons un autre point commun, c'est que nous ne voulons plus que les régions de la France soient gouvernées par la bureaucratie et le dirigisme. Et donc je préfère Dominique Bussereau, mon ami Dominique Bussereau, président de la Charente-Maritime, comme président par exemple de la région Poitou-Charentes, que Ségolène Royal. On comprend le but électoral. Est-ce que ça signifie que vous allez garder la même liberté de ton ou est-ce que vous allez modérer vos propos? Non, la liberté de ton, Nicolas Sarkozy la souhaite. À ce point-là même, on essaye. Là, vous avez Zorro fait est arrivé. l'extrait, vous avez vraiment bien.
Ah bah, vous avez c'est vous qui l'avez dit. Je vois bien la malice. Non, mais je vois bien la malice avec laquelle vous allez chercher des mots. Vous pourriez en trouver d'ailleurs entre Cohn-Bendit, Ségolène Royal, Martine Aubry et les autres. C'est pas ça l'important. Je vais vous dire, moi je ressens dans mon département la détresse de beaucoup de Français, l'angoisse et surtout l'appel des Français qui nous disent bon, maintenant c'est fini les colibés, on fait du sérieux. Et faire du sérieux, ça veut dire essayer de travailler dans un esprit d'unité nationale pour chercher les points communs et pour sortir la France de la crise. Merci. Et je constate aujourd'hui, David Pujadas, qu'il y a d'un côté une dissonance cacophonique à gauche et de l'autre côté un ensemble polyphonique, ça veut dire chacun avec sa voix, mais dans une relative harmonie. Et moi, je suis sensible au fait que Nicolas Sarkozy m'ait tendu la main et qu'autour de lui, autour de Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP, Jean-Claude Gaudin et tous les autres, François Fillon, eh bien, on parte à la bataille des régionales, parce que c'est un combat politique, unis face à une gauche désunie. Merci. Je suis heureux qu'on m'ait tendu la main. Cette main, je l'ai prise. Merci Philippe de Villiers d'avoir répondu à nos questions. C'est un fait divers parmi d'autres, diront certains, et pourtant, il est des histoires qui marquent les esprits. Le meurtre absurde d'un employé bien connu d'une brasserie de Villeurbanne a provoqué une montée d'indignation dans le centre-ville. Tout le quartier dénonce une violence gratuite, incompréhensible. Sur place, Denis Sébastien, Éric Jacquin. Stupeur et indignation. Toute la journée devant la brasserie où a eu lieu le meurtre, des anonymes sont venus se recueillir. Il était près de 23 h avant-hier soir. L'établissement allait fermer. Fouad Guessoum était en train de faire le ménage. Une cliente, vexée de s'être vue refuser des cigarettes, est revenue avec un homme armé qui n'a pas hésité à tirer. Franchement, je vous dis franchement, pour un paquet de cigarettes, tuer un homme, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inadmissible quand même de tirer comme ça à bout portant sur un petit jeune qui travaillait tranquillement et tout. C'est grave quoi. Fouad Guessoum avait 35 ans, il était très apprécié dans le quartier. À la tête d'une petite entreprise de nettoyage, il travaillait pour différents clients, dont la brasserie. Ses proches, ici son frère, rencontré chez l'avocat de la famille, sont effondrés. Il y a un sentiment de colère profond et il y a une véritable attente de la famille par rapport à l'institution judiciaire. On veut que la brigade criminelle puisse travailler le plus rapidement possible et de la façon la plus déterminée qu'il soit. Il faut une réponse judiciaire immédiate. En fin d'après-midi, la famille est venue à son tour se recueillir sur place. La cliente irascible interpellée hier a permis d'identifier le meurtrier présumé. Il habite à quelques mètres de là. Ce soir, cet homme est toujours en fuite et activement recherché par la police. Notez que la sécurité était une nouvelle fois au centre d'une réunion au ministère de l'Intérieur avec les représentants de la police et de la gendarmerie. À la surprise générale, ça n'était pas prévu. Nicolas Sarkozy s'est invité place Beauvau pour conclure la réunion et demander la mobilisation des forces de l'ordre après les mauvais chiffres, rappelons-le, enregistrés ces derniers mois. Il est 20h21, restez avec nous à suivre la bataille acharnée autour de l'avortement en Espagne. José Luis Zapatero affronte une opinion réservée et une opposition déterminée. Une campagne choc contre les SMS au volant. La Grande-Bretagne prend le problème à bras-le-corps avec un film implacable, vous le verrez, pour frapper les esprits. Et puis la déception pour Amélie Mauresmo aux internationaux des États-Unis, battue au second tour. Mon fils a gagné. Richard Gasquet joue tout à l'heure. D'abord donc l'Espagne qui se déchire sur un sujet resté très sensible là-bas, celui de l'avortement. Il n'était que toléré jusqu'à présent avec beaucoup de restrictions. José Luis Zapatero veut en faire voter la légalisation, la libéralisation en tout cas, dans les prochaines semaines. L'opposition politique et religieuse mobilise. L'opinion, elle, est réservée. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Franck Genozo, Guillaume Michel. Par 2 fois, elle a annulé le rendez-vous avant d'accepter de nous rencontrer. Il y a 6 mois, cette jeune femme de 32 ans a voulu interrompre une grossesse non désirée. Mais ici, dans la très conservatrice région de Navarre, avorter s'est avéré impossible. Les médecins m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas pratiquer l'avortement. J'aurais dit, je ne veux pas le garder, je ne peux pas le garder. Et j'ai supplié le docteur. Il m'a répondu, je ne peux rien faire pour vous, il a fallu que je quitte la région pour avorter.
Car si l'avortement est autorisé en Espagne depuis 1985, en Navarre, dans les faits, il ne se pratique pas. Les femmes qui souhaitent avorter doivent donc se rendre dans une autre région, à plus de 2 heures de route, leur domicile. L'Espagne vit en fait une situation paradoxale. La loi ne permet l'IVG qu'en cas de viol, de malformation du fœtus ou de danger pour la santé psychique de la mère. Derrière cette dernière raison se réfugient 99% des avortements, même lorsque les femmes enceintes sont en fait en bonne santé. Une situation hypocrite à laquelle souhaite remédier le chef du gouvernement. En mars dernier, José Luis Zapatero annonce qu'il souhaite que les femmes aient la possibilité d'avorter librement jusqu'à 14 semaines. La réaction des conservateurs est immédiate. Oui à la vie, non à l'avortement. Plus de 100 000 personnes dans les rues de Madrid. Et une campagne de pub choc où l'on voit des enfants condamnés à être pendus ou fusillés. Avec ce slogan: ne les condamnez pas à mort. Retour en Navarre, le fief de la contestation. À Pamplune, nous avons rendez-vous au siège de la plus puissante des associations anti-avortement. L'association affiche fièrement les photos des enfants qu'elle dit avoir sauvés et balaye du revers de la main le nouveau projet de loi. Si la nouvelle loi passe, en Navarre, elle ne va rien changer. Aucun des médecins ne souhaite pratiquer l'avortement. Un point, c'est tout. Et si l'association est si sûre d'elle, c'est qu'elle est forte du soutien de l'Église. À Pamplune, capitale de la Navarre, l'Opus Dei contrôle l'université, la plupart des cliniques privées et même l'hôpital public. L'organisation catholique est totalement opposée à l'avortement. La Navarre compte 500 000 habitants. Pourtant, depuis 1985, seuls 9 avortements ont été pratiqués sur son sol. Et lorsque les femmes veulent obtenir des renseignements pour avorter, voici où elles sont envoyées: à l'hôpital psychiatrique. Une façon de les discréditer un peu plus. Nous n'avons pas été autorisés à filmer, mais tout au bout d'une allée, à l'écart, nous y retrouvons Elisa Sesma. Elle est médecin. Il y a plus de 20 ans, elle fut parmi les rares à oser pratiquer l'avortement. Avant d'y renoncer, harcelée quotidiennement, traînée devant la justice. Les associations anti-avortement ont essayé de nous intimider pour qu'on arrête de pratiquer des avortements à l'hôpital public. On a également eu beaucoup de problèmes à l'intérieur même de l'hôpital avec les médecins qui étaient objecteurs de conscience et qui nous empêchaient d'exercer. On a dû arrêter avant même la tenue du procès. Un procès qu'elle a finalement gagné, mais toute une génération de médecins fut dissuadée de pratiquer l'avortement. 20 ans plus tard, rien ne dit que la nouvelle loi y changerait quelque chose. 57% des Espagnols se disent opposés au projet. Après avoir perdu les élections régionales en partie sur ce thème, José Luis Zapatero pourrait être contraint d'édulcorer sa réforme. En bref, encore à l'étranger, encore un attentat suicide en Afghanistan. Il a fait au moins 23 morts, dont le numéro 2 des services secrets du pays. Et cela devant une mosquée à 100 km à l'est de Kaboul. Les talibans ont revendiqué cette attaque. Toujours à l'étranger, on évoque maintenant la sécurité routière. La Grande-Bretagne ouvre la voie contre les SMS au volant. Pratique très dangereuse, vous le savez, mais pas si rare, semble-t-il. Tapoter sur son téléphone en conduisant, c'est prendre un très gros risque. C'est le Pays de Galles qui a réalisé le clip que vous allez voir. Et comme souvent, le but est d'interpeller et de choquer. Attention donc si des enfants sont à vos côtés. Jacques Cardoz, Chris Taylor. Elles sont insouciantes, bien plus intéressées par ce qu'elles pourraient écrire à leurs petits copains que par la route. Elles n'ont évidemment pas idée des conséquences d'un simple texto. C'est un film choc destiné à impressionner les 17-24 ans, population qui utilise le plus souvent les portables au volant. Il sera diffusé dans les écoles à la rentrée et s'appuie sur une étude récente qui prouve la baisse de 35% d'attention à cause d'un texto. Ce film très réaliste raconte sur 30 minutes toutes les étapes d'un grave accident de la route, dont Cassie, la conductrice, est la seule rescapée. Tout ça a un vrai sens, car dans notre région, il y a eu beaucoup d'accidents ces 3-4 dernières années. À chaque fois, les faits étaient similaires et des jeunes ont été tués. Le film ne fait que copier la réalité, car utiliser son portable augmente par 4 le risque d'accident. L'histoire de cette petite fille de 11 ans, victime d'un chauffard en mal de portable, avait choqué l'opinion. Sa mère n'avait cessé d'attirer l'attention des médias.
Appeler ou recevoir un appel, c'est dangereux. C'est ce qui a tué Rebecca. Le chauffeur utilisait son portable. En matière de sécurité routière, la Grande-Bretagne est loin d'être un mauvais élève. 2500 morts l'année dernière, c'est même le plus faible taux européen. Sauf que l'usage du téléphone portable est impliqué dans 46% des accidents. La découverte ou la redécouverte d'un peintre maintenant. Il est notre maître à tous, disait de lui Picasso. Montauban consacre une exposition à Ingres. Il s'agit de comprendre comment il a inspiré les modernes. Isabelle Bechler et Valérie Lucas ont choisi pour vous l'expliquer un tableau célèbre, La Source. Voici leur reportage. Quel rapport peut-il bien y avoir entre cet amas de jouets de plastique trouvés au rebut et Ingres, le très respectable? Chacun décode à sa manière. Il faut regarder l'œuvre de Bernard Prass à travers une lentille spéciale. C'est vraiment très curieux. Alors Bernard Prass, je ne connais pas. Écraser le relief pour retrouver l'image. C'est la cruche qui est le mieux réussie, je trouve. Enfin, et le visage aussi. C'est La Source, cette beauté typique du milieu du 19e siècle. Une des œuvres de la consécration de Jean-Dominique Auguste Ingres. Et le maître s'est tant enthousiasmé à la peindre qu'il y a comme un désordre entre le nombre d'orteils et leurs reflets. Décalage, ombre erronée, inexcusable, monsieur Ingres. Mais quel était donc votre modèle? Pour les pieds, c'est un cadavre de jeune fille qui a posé. Donc, et ça, c'est assez fréquent chez Ingres, qui, dans sa quête de beauté idéale, est obligé, un peu comme les peintres de l'Antiquité, de composer à partir de plusieurs personnes, à l'une prenant les épaules, à l'autre le torse, le ventre, les cuisses. La Source a été montrée en 1856. Elle est devenue une icône instantanément reprise par les sculpteurs du temps. Aujourd'hui, un photographe japonais, Morimura, fantasme avec elle un étrange corps à corps. Dali l'avait agrémenté de béquilles et de papillons. Miro lui voulait en faire une couverture du Minotaure. Et Warhol l'avait dessiné avec virtuosité et respect. Jacquet lui en a fait une pétroleuse qui met le feu au lieu de dispenser la vie. Le mythe est sorti du musée avec les pixels en céramique d'Invader, l'artiste qui parsème les rues de Montauban et d'ailleurs. Au curieux de les chercher dans la ville. Et sur les flancs de bus, la grande odalisque revue par des féministes américaines fait réfléchir le passant à la place que les musées font aux femmes, bien plus souvent exposées nues qu'artistes. Voilà, c'est à découvrir encore pour quelques semaines à Montauban. Quelques images des premiers matchs du jour aux internationaux de tennis à New York. Amélie Mauresmo est éliminée. La Française s'est inclinée en 2-7 face à la Canadienne Wozniak. Côté homme, rencontre 100% française aujourd'hui. Et c'est Gaël Monfils qui l'a emporté face à Jérémy Chardy. De son côté, Richard Gasquet s'apprête à faire son entrée face à Rafael Nadal. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. 5 millions d'enfants aujourd'hui, près de 7 millions demain. La rentrée des classes a commencé sans incident, mais avec une préoccupation, la prévention contre la grippe A. Nous avons vu que certains maires ont même recommandé l'interdiction des bisous à l'école. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. Pluie encore en perspective. 20h35, un téléfilm. Boulevard du Palais. À demain. L'info continue, c'est aussi sur France2.fr.